D'Israël Shahak, Histoire juive, religion juive, chapitre 3, Orthodoxie et interprétation. La structure du Talmud. Donc, il convient absolument de comprendre que la source de l'autorité pour toutes les pratiques du judaïsme classique et orthodoxe actuel, la base déterminante de sa structure législative est le Talmud, ou pour être précis, le Talmud dit babylonien. Le reste de la littérature talmudique, y compris le Talmud dit palestinien ou de Jérusalem, n'ayant qu'une autorité supplétive. Il n'est pas question ici de fournir une description détaillée du Talmud et de la littérature talmudique. Nous nous limiterons à quelques points principaux nécessaires à notre propos. Fondamentalement, le Talmud se compose de deux parties. D'abord la Mishnah, code de loi lapidaire en 6 volumes, divisés chacun en plusieurs traités, en hébreu, rédigés en Palestine vers l'an 200, à partir du corpus juridique bien plus vaste et en grande partie oral, composé au cours des 2 siècles précédents. Et je me permets de préciser que c'est le judaïsme des pharisiens que l'on voit dans les 4 évangiles confrontés par Jésus. Fin de remarque. La seconde partie, de loin prépondérante, appelée Gemara, est un volumineux recueil d'explications et de commentaires de la Mishnah. Il y a 2 Gemara, plus ou moins parallèles. L'une a été composée en Mésopotamie, à Babylone, entre 200 et 500. L'autre en Palestine entre 200 et une date inconnue, mais bien avant l'an 500. Selon le Talmud babylonien, c'est-à-dire la Mishnah plus la Gemara mésopotamienne, bien plus abondant et bien mieux organisé que le palestinien, est considéré comme définitif et comme source indiscutable d'autorité. Nettement inférieur en revanche, le statut accordé en tant qu'autorité législative au Talmud hiérosolomitain ou palestinien, ainsi qu'à un certain nombre de compilations formant ce qu'on appelle la littérature talmudique et comprenant des textes que n'ont pas repris les rédacteurs des 2 Talmuds. Contrairement à la Mishnah, le reste du Talmud et la littérature talmudique sont écrits tantôt en hébreu, tantôt en araméen, cette dernière langue prédominant dans le Talmud babylonien. D'autre part, il ne traite pas uniquement de questions juridiques. Sans aucun ordre ni aucune raison apparente, l'exposé juridique est souvent brusquement interrompu par ce qu'on appelle la narration ou Haggadah, pot pourri de récits et d'anecdotes mettant en scène rabbins et gens du peuple, personnages bibliques, anges, démons, faits de sorcellerie et miracles. On lit en note. La Mishnah est remarquablement sobre à cet égard. La croyance en les démons et la sorcellerie ne s'y manifeste que rarement. Le Talmud babylonien, au contraire, regorge des plus grossières superstitions. Fin de note. La Haggadah, en dépit de sa grande popularité à travers les âges au sein du judaïsme, a toujours été considérée, y compris par le Talmud, comme un aspect secondaire. Le plus précieux pour le judaïsme classique, ce sont les parties législatives du texte, notamment l'exposé des cas jugés problématiques. Le Talmud considère qu'il y a plusieurs catégories de juifs et les définit comme suit, par ordre ascendant: les ignorants, ensuite ceux qui ne connaissent que la Bible, ensuite ceux qui connaissent aussi la Mishnah ou la Haggadah, et enfin ceux qui ont étudié et qui peuvent discourir sur les aspects juridiques de la Gemara. Seuls ces derniers sont capables de diriger leurs compagnons juifs en toutes choses. Le droit talmudique, tout en se présentant comme un ensemble complet, total et d'une autorité rigoureuse, se prête à d'infinis développements sans que cela requiert la moindre modification de sa base dogmatique. Tous les aspects, aussi bien individuels que sociaux de la vie des Juifs, y sont considérés en général
avec une extrême minutie, d'où un arsenal fabuleux de peines et de châtiments pour tous les péchés et infractions imaginables. Pour chaque cas, les règles fondamentales sont énoncées dogmatiquement et sans contestation possible. Ce que l'on peut discuter, et que l'on discute de fait de long en large, c'est l'élaboration et la définition pratique de ces règles. Il faut donner quelques exemples. N'accomplir aucun travail le jour du Shabbat. Le concept de travail est parfaitement défini, il comprend 39 types d'activités, ni une de plus, ni une de moins, selon des critères qui n'ont rien à voir avec la peine ou la difficulté. Il s'agit uniquement d'une question de définition dogmatique. Il est écrit par exemple: « Mais combien faut-il écrire de caractères pour violer le sabbat ? Réponse 2. Le péché est-il le même quelle que soit la main utilisée ? Réponse non. Mais pour réduire la tentation, un interdit annexe frappe le jour du Shabbat tout objet pouvant servir à écrire. Il ne faut même pas y toucher. Autre travail archétypique, interdit le jour du Shabbat, broyer le grain, que ce soit en le moulant, le pilant, etc. D'où découle par analogie l'interdiction de broyer quoi que ce soit de quelque manière que ce soit. Ce qui signifie, entre autres, l'interdiction de pratiquer la médecine le Shabbat, sauf si un juif est en danger de mort, bien sûr, pour que ne soit pas commis le péché de piler des substances médicamenteuses. Inutile de faire remarquer qu'à l'époque actuelle, un tel risque est inexistant, et qu'il l'était déjà d'ailleurs dans la plupart des cas à l'époque talmudique, car, par précaution supplémentaire, le Talmud interdit explicitement le jour du Shabbat médicaments liquides et boissons reconstituantes. Ce qui a été une fois décrété le reste à jamais, aussi absurde que cela puisse devenir. Tertullien, un des premiers pères de l'Église, aurait écrit « Je crois parce que c'est absurde ». En remplaçant « je crois » par « je pratique », on obtient la formule de base de la plupart des règles talmudiques. Mais nous n'avons pas encore touché le fond de l'absurdité atteinte par ce système. Toute récolte, cueillette ou moisson est évidemment frappée par l'interdit sabbatique. Il ne faut donc pas prendre de branches aux arbres, d'où l'interdiction de se déplacer à cheval ou au moyen de tout autre animal pour ne pas être tenté de briser une branche pour s'en faire une cravache. Inutile d'objecter que vous êtes déjà pourvu d'un fouet ou qu'il n'y a pas d'arbre dans la région, ce qui a été une fois interdit le demeure à jamais. En revanche, le domaine de l'interdit peut être élargi et renforcé. Ainsi, il est interdit de se déplacer à vélo le jour du Shabbat. Les mêmes méthodes, ceci sera mon dernier exemple, sont aussi utilisées pour des cas purement théoriques n'ayant vraiment aucune application pratique. Quand le temple existait, seule une vierge pouvait devenir l'épouse du grand prêtre. Bien que durant presque toute la période talmudique, il n'y eut plus ni temple ni grand prêtre. Le Talmud consacre tout un développement particulièrement contourné et bizarre à la définition exacte du terme vierge s'agissant de la future épouse d'un grand prêtre. Une fille dont l'hymen s'est déchiré accidentellement entre-t-elle encore dans cette catégorie ? Y a-t-il une différence selon que l'accident s'est produit avant ou après l'âge de 3 ans ? Par l'effet du métal ou du bois ? Était-ce en grimpant à un arbre ? Et si oui, était-ce en montant ou en descendant ? Cela est-il arrivé pour des raisons naturelles ou non naturelles, etc., etc., etc. Tout cela étant examiné dans les plus petits détails. Dans le judaïsme classique, il fallait maîtriser des centaines de problèmes de ce genre pour être considéré comme un homme instruit. Les grands docteurs de la loi se reconnaissaient à leur capacité d'ajouter de nouveaux développements à ces problèmes. Comme on l'a vu, par les exemples cités, il y a toujours matière à une telle activité pourvu qu'elle se fasse dans la direction fixée, et de fait, elle a continué après la rédaction définitive du Talmud. Cependant, il existe deux grandes différences entre la période talmudique qui se termine vers l'an 500 et la période du judaïsme classique à partir de l'an 800 environ. Premièrement, le Talmud est le produit d'une aire géographique limitée. Et deuxièmement,
La société dont il traite est une société juive complète, fondée sur l'agriculture. Et ceci vaut aussi bien pour la Mésopotamie que pour la Palestine. Alors qu'à l'époque les Juifs s'étaient répandus dans tout l'Empire romain et dans de nombreuses provinces de l'Empire des Sassanides, l'élaboration du Talmud, comme il apparaît clairement du texte lui-même, fut une affaire strictement locale. Aucun penseur vivant dans des pays autres que la Mésopotamie et la Palestine n'y participa, et le texte ne reflète pas de conditions sociales extérieures à ces deux régions. On sait très peu de choses de l'histoire sociale et religieuse des Juifs au cours des 3 siècles qui suivent. Mais à partir de l'an 800, moment où l'on recommence à disposer d'informations plus précises, on constate aussi que les 2 traits caractéristiques mentionnés ci-dessus se sont inversés. Le Talmud babylonien, et à un bien moindre degré le reste de la littérature talmudique, est reconnu comme source d'autorité et il est étudié et enrichi dans toutes les communautés. Mais en même temps, la société juive a subi une transformation fondamentale, quelle que soit sa forme et son emplacement géographique. Elle ne comporte plus d'agriculteurs. Le système social qui en résulte sera examiné au chapitre 4. Voyons d'abord comment le Talmud fut adapté aux conditions géographiques bien plus étendues, socialement bien plus étroites et de toute façon radicalement différentes. Du judaïsme classique, je m'attacherai avant tout à ce qui fut, à mon avis, la méthode la plus décisive d'adaptation, les dispenses.